Allez, hop, je mets ça là. Ben, excusez-moi pour le jingle, mais je m'amuse follement avec ce Clipchamp là que Microsoft a inventé, là, enfin inventé. C'est vraiment pas mal pour faire des petites vidéos sympas et tout, pour ajouter des textes et tout, etc., etc. C'est vraiment pas mal. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je reviens donc avec la version 3.0 du VBA Indenteur Interface. Il a été dur, puisque je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de choses. Hein. Donc, dans la version 2.0, qui avait eu la transformation du ruban, de l'interface, hein, avec la proposition d'un pseudo-ruban assez minime, soit-il, mais bon, quand bien même fonctionnel, il y avait eu pas mal d'oublis et de non prise en compte de certaines façons de coder des uns et des autres. Dans la discussion, donc dans la proposition sur Excel Download, un membre s'est gentiment proposé de me faire des bêta-tests, de tester ces codes, et effectivement, en fonction de certaines façons de coder, ça ne marchait plus. Voilà. Moi, j'ai calculé au départ un moteur sur une manière de coder assez stricte, hein, bon, malheureusement, dans la vraie vie, ça n'est pas comme ça. Donc, changement du moteur 2 fois. Hein. Donc, il y a eu le moteur 3.0 et maintenant, il y a le moteur 3.1 que j'ai adapté sur l'interface 3.0. Sans plus attendre, je vais d'ailleurs à ce propos, je remercie donc Fan55 des Bogas, je ne sais pas ce que c'est, Uniclick Content, mais ça c'est les codes de Fan55 qui me font un truc de malade en fait. Ah, voilà. Alors, revenons à nos moutons. J'ai installé donc le nouveau XLA, hein, le Indentaire Interface 3.0. On a toujours pareil à son activation, donc à son intégration dans l'environnement, les deux boutons soient activés au cas où, justement, là, on l'a vu, hein, le module de Fan55 et ça bug partout. Donc, forcément, tout ce qui est variable mémorisée, que ce soit les variables globales et voire même autres, sont perdus. Donc, effectivement, comme mon menu contextuel dans VBE fonctionne dans une classe et avec des variables, forcément, il ne fonctionne plus. Donc, on a quand même la possibilité de l'activer ici. Vous avez toujours aussi la surveillance en fonction de ce que vous faites. Vous changez une feuille, vous changez de feuille de module, enfin, etc., etc. Donc, tout se réactive. Il n'y a pas de problème. Ça ne change pas. On va entrer dans le vif du sujet. Je vous présente le nouvel interface. Voilà. Beaucoup mieux fini, l'interface. C'est toujours pareil dans l'esprit, c'est un ruban, un ruban. Donc les boutons sont sensiblement les mêmes, en tout cas les intitulés des boutons sont les mêmes, hein, sauf que effectivement c'est plus dans des menus défilants, etc., etc. Tout est dans le ruban, etc. À droite, avant il y avait les checkbox de paramétrage d'indentation, hein, il y en avait 4 ou 5 ou 6, je ne sais plus. Et ils ne sont plus là, effectivement, parce que j'avais besoin de place. Hein. Et puis j'avais besoin de place, même ne serait-ce que pour les paramètres d'indentation, pardon, puisqu'il y en a beaucoup plus et c'est un petit peu plus complexe. Donc voilà, la nouvelle version, donc 3.0, va se présenter comme ça, avec un ruban aussi vrai que nature. Hein, je vous montre, hein, à côté du ruban Excel, aussi vrai que nature. Voilà. Hein, je pourrais même faire ça. Et on peut penser que c'est la suite du ruban. Voilà. Donc, après ça,
il y a eu pas mal de choses, pas mal de transformations et en fait, c'est vraiment un gros travail de fond qui a été fait. Je vous dis, il y a plus de 300 heures de boulot là, facile maintenant, hein. Mais bon, il fallait le faire, donc je l'ai fait. Les paramètres d'indentation, pardon, qui étaient là avec les checkbox se trouvent maintenant dans un menu. Je vais l'afficher. Voilà le menu de paramètres d'indentation. On a toujours les directives de compilation conditionnelle. On a toujours les déclarations dim. On a toujours les jumps, hein, de macro, goto et cosub. Le case retrait a été complètement repensé parce que ça marchait pas tellement bien en fait, puis c'était pas tellement joli. Voilà. Donc ça a été complètement refait de A jusqu'à Z. On a les commentaires donc aussi pour les retraits. Il y a maintenant aussi les debug lines. Ça, c'est pour les premiers paramètres de base d'indentation. Et je dis bien de base pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y en a d'autres qui suivent après et je vais vous les expliquer petit à petit. Pour les directives de compilation conditionnelle, c'est les if, else and if avec les dièses, hein. Ce sont, alors soit elles sont en tête de module, soit elles sont dans des fonctions, des macros ou des subs, mais dans n'importe quel cas, elles sont décisionnelles, hein, d'une méthode ou d'une autre dans une macro, hein. Sensiblement pareil que les if, sauf que les directives de compilation conditionnelle sont un petit peu plus strictes. Voilà. Les déclarations de dim, bon, ben, vous savez ce que c'est. Les jumps, vous savez ce que c'est maintenant. Le case retrait, complètement repensé, je vais vous le montrer après tout à l'heure. Les commentaires, alors, les commentaires, pourquoi je les ai paramétrés avec une indentation ou pas? Pour la simple et bonne raison, c'est que les commentaires peuvent être des instructions. Quand on a 1000 lignes de code, pour aller chercher une instruction qui est indentée par rapport à une ligne dans le bloc, dans son bloc, hein, où elle se trouve, c'est un peu compliqué. Donc on peut très bien faire glisser les commentaires à gauche complètement, hein, et quand on veut aller chercher une partie d'une macro, hein, si le commentaire sert justement à délimiter des parties de macro, ça peut être intéressant de les faire glisser à gauche. De la même manière que les jumps goto et gosub, et ça je l'ai dit la dernière fois, personnellement, moi les jumps, je les mets à gauche, je les indente pas. Il y a encore plusieurs bibles là-dessus. Et les debug .print, c'est pareil, hein, elles peuvent servir de repère, hein, dans des macros ou des fonctions, hein, de façon à ne pas chercher des heures, la bonne ligne de code pour aller chercher une partie de code aussi à modifier en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà pour les paramètres de base. Il y a 3 paramètres supplémentaires. Le premier, normalise private déclare jump underscore space 25. Alors ce paramètre-là, il est en fonction des déclarations d'API, par exemple, hein, les private déclare PTRCF, hein, qui seraient éventuellement coupés par un underscore. Alors pour indenter ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a à boire et à manger encore une fois là-dessus, hein. Il y a des bibles qui vous diront ça se fait comme ça, et il y en a d'autres qui vous diront ça se fait comme ça. Donc moi je vous le propose sous 2 formes. Soit les lignes underscore, ça veut dire les parties qui sont coupées, hein, suivant le début de la déclaration, seront indentées au mot lib, hein, parce que les déclarations, elles auront toujours un mot lib, hein, soit alors elles seront indentées en colonne 25. On va le voir tout à l'heure, je vais vous faire la démonstration. Voilà, ça nous permet, en normalisant, ça permet d'avoir un code vraiment très très propre. Ensuite, normalise condition if jump underscore space 4 6. Alors, ça, c'est aussi encore une fois, hein, par rapport à ce que m'a démontré Franche 55, qu'on peut couper des lignes de code comme ça, de la même manière que les message box aussi, hein, on peut couper des lignes comme ça avec les underscores.
et Dieu sait que lui, il m'a fait des petites démos de code. Mais alors couper, mais vraiment, ça devient un truc de fou. Mais dans n'importe quel cas, c'est possible puisque ça marche. Comme il le dit, c'est autorisé, donc je le fais. OK. Donc, ben moi, j'ai fait avec et je me suis creusé les méninges pour vous trouver un correctif moteur pour justement pouvoir indenter cette partie-là, ces parties de ligne de la même manière que je le fais avec les privates d'éclat. Hein. Et ben là, je vais faire sensiblement la même chose, de la même manière, sauf que je vais pouvoir vous proposer soit une indentation à l'underscore moins 4 colonnes ou moins 6 colonnes, tout simplement. Voilà. Et quand je parle en termes de colonnes, on peut parler en termes de caractères, si vous voulez. Voilà. Ensuite, il arrive que des codes soient numérotés. Eh ben là, je vous le dis, on est dans la mouise, parce que pour identifier avec un moteur HTML, pour identifier des lignes de for, de with, de cas, enfin de toutes les instructions qui puissent exister, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai pris une décision, j'ai tranché. Quand il y a un code numéroté, la numérotation est supprimée, tout simplement. Voilà. Ça ne change rien au code, ça ne l'empêche pas de fonctionner puisque le code, c'est pas les numéros de ligne, hein, c'est le code lui-même. Voilà. Et pour finir, ben, on a toujours dans le petit rectangle noir en bas le checkbox qui nous permet de décompiler les lignes in one line, c'est-à-dire les blocs d'instructions imbriqués en une seule ligne. Là, encore une fois, je vais vous refaire la démonstration, bien que sur les précédentes, vous l'avez déjà vu, mais je vais refaire tout ça. Voilà. Voilà pour la présentation du menu des paramètres d'indentation. Voilà. Somme toute, la présentation est sobre, propre. Hein. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose de sobre parce que moi, j'ai souvent tendance à en rajouter des pataquès. Et j'aime bien les couleurs, les patins, faire des choses et des images. Vous l'avez vu d'ailleurs dans la version 1.6 avec le fond de l'interface que j'ai fait avec 2-3 chapes, un machin, une étoile. Voilà. Donc là, j'ai essayé vraiment d'être sobre, de vous faire une interface fluide, sobre et qui tape pas à l'œil et qui soit efficace. Hein. Parce que c'est pas tout de faire quelque chose de joli, mais il faut que ce soit efficace. Pour la liste, ben voilà. Alors, ça change pas trop, si ce n'est que dans la version 2.0 FX, j'avais commencé une idée de listage par rapport à une demande, hein, de faire la liste des modules de la même manière qu'ils sont affichés dans le VBE. Hein, parce que l'ordre qui est affiché dans le VBE, c'est pas forcément l'ordre des VB componentes dans le fichier. Hein, donc, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, j'ai abandonné parce que ça devenait vraiment trop compliqué, puis ça faisait un travail sale. Et comme je l'ai dit, j'ai voulu faire un truc assez sobre, élégant, enfin, vous le voyez vous-même. Hein. Donc, j'ai voulu rester dans ce truc-là. Donc, la liste revient à la liste simple, hein, c'est-à-dire que les VB componentes sont listées telles qu'ils viennent. Voilà. Hein, donc, dans la liste, on a à gauche le nom du classeur, à droite le nom du module, tout simplement. Voilà. On va aller un petit peu voir en dessous le capot, mais je vous le dis, c'est devenu vraiment un truc de fou. D'ailleurs, je vais aller carrément en haut au niveau des commentaires. Hop, dans l'interface, si possible. Et je vais voir le code. Hop. Voilà. Alors, et là, vous voyez, il y a toutes les correctifs et tout ce qui a été fait et tout. Et là, au bout de la version FX, hein, parce que voilà, vous voyez, il y a eu la version 2.0, après il y a eu la B, la C, la D, il y a eu même la A, et qui n'a pas duré longtemps, elle a duré 5 minutes. Il y a eu la B, la C, la D, la DE et la FX. Voilà. Donc, abandon définitif des versions 2.0, donc l'interface
Ruban simplifié, on oublie aussi, puisqu'on a un ruban maintenant assez, assez démonstratif et assez, en restant quand même sobre. Et on est à la mise à jour 3.0. Donc on a refondu le ruban. Il y a eu correctif de code dans les blocs do loop, correctif de code dans les blocs while when, correctif de blocs, et là je vous le dis, c'est pour les blocs cases, dans les select cases, ça a été vraiment un truc de malade. Il y a eu un correctif dans les lignes coupées, voilà, c'est pour les message box aussi, et autres pour indentation différente. Hein. Ajout aussi de l'option d'indentation des lignes de bugprint, voilà, comme je vous l'ai dit, dans le checkbox, ce qui n'y était pas. Maintenant, ça y est. Moteur 3.1, correctif des blocs do loop, encore des correctifs. Correctif des codes des private functions en switch dans des directives de compilation. Ça, c'est super important parce que c'est ce qui m'a planté le truc. Hein, et je vais vous montrer un petit peu de quoi ça parle, tout doucement. Correctif des déclarations coupées par underscore aussi, toujours pareil. Toujours ce problème de ligne de code coupée par underscore. Pour travailler en HTML, ça a été assez compliqué. J'ai dû vraiment trancher hein, et y aller à coups de couperet dans le moteur et d'adjoindre un moteur string dans le moteur HTML. Je vous dis, ça a été un truc de malade. Donc ensuite, ajout du menu contextuel, couper, copier, coller. Effectivement, dans les textbox, on l'a pas. Vous l'avez. Refonte du menu paramètres. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré en premier. Ajout dans le menu des paramètres, dans des checkbox suivantes. Effectivement, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Refonte du fonctionnement du ruban, effectivement, il est beaucoup plus fluide. Revue de la frame à propos, effectivement, vous avez tout l'historique et le patin couffin. Abandon de la liste, comme je vous l'ai dit, hein, de la liste des modules dans le même ordre que l'affichage VBE. Adaptation sans option. Alors là, j'ai fait aussi en même temps, hein, parce que j'ai quand même gardé à l'esprit que pour les... Là, je marque pour les nostalgiques, mais enfin bon, pour ceux qui utilisent encore la version 2.0, donc la dernière, la FX, elle est équipée de ce moteur-là. Donc, il n'y a pas toutes les options avec les checkbox et tout que j'ai dans celle-là. Pilotable, c'est pas pilotable, hein, c'est arrêté, hein, mais c'est quand même, elle fonctionne quand même dans la version 2.0. Voilà, vous avez une indentation fixe. Voilà pour tous ces correctifs et il y en a encore plein d'autres, mais bon, je vais pas tous les marquer. J'ai marqué vraiment les plus importants et je pense que ça suffit. On va aller directement voir un petit peu le moteur. Alors, hop, 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 hop. Voilà, on y est. La fonction Magic Indent Code. Alors, on commence toujours pareil. Hein. On replace les symboles plus grands que et plus petits que pour éviter d'avoir une déconvenue hein, avec le HTML, bien entendu. Ensuite, alors là, le checkbox des numérotations de lignes hein, qui m'enlève. Là, effectivement, si dans mon tableau de lignes, j'ai les lignes qui commencent par des numéros, à dégager. C'est supprimé. Là, on continue, ça n'a pas changé. Hein, le cassage de lignes de blocs d'instructions imbriqués in one line, hein, ça n'a pas changé. Hein. De toute façon, je vais vous faire la démonstration tout de suite après. Ensuite, toujours pareil, la variable tbl2 qui va me prendre les lignes sans les commentaires qui suivent les lignes, de façon à pouvoir identifier le code pur, proprement parlé. Hein. Ensuite, bon, la checkbox progression, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais oui, dans la 2, il y était déjà. Donc, on va pas en parler, mais bon, ça nous permet d'avoir un affichage. On va le voir tout à l'heure, justement, sur un module, sur le module où il y a les numérotations de lignes, où ça devient un petit peu plus compliqué. Et vous allez voir qu'elle peut être utile parce que sans, on ne sait pas quand est-ce que c'est fini. Voilà. Voilà le moteur.
Le moteur, ben, j'ai rajouté pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que j'ai rajouté Private Enum ou Public Enum ou Enum, tout simplement, les private types qui avaient été tout simplement oubliés. Donc, là, à ce niveau-là, tout ça, ça reste inchangé. J'ai modifié un petit peu le mode des attributs, des éléments, de façon à pouvoir les cibler un petit peu plus bas dans la dernière analyse, vous allez voir. Hein. Ensuite, ben, les blocs de directives de compilation conditionnelles, effectivement, c'est là où ça a été changé, modifié par rapport aux éventuelles private fonctions qui peuvent être à l'intérieur. C'est-à-dire que la même fonction peut être appelée de deux façons différentes pour 32, 64 bits, effectivement. Ça, je l'avais complètement zappé. C'était très compliqué de pouvoir faire un switch de ça. Mais finalement, j'ai abouti à une méthode assez propre et fluide. Ensuite, les do loops ont été un petit peu modifiés aussi, hein, de façon toujours pareil dans l'analyse. Hein, au lieu d'analyser le mot proprement dit, je fais une analyse un petit peu plus large, de façon à ce que s'il y a des nuances, hein, des commentaires en fin de ligne sur un loop, sur une ligne où il y a loop par exemple, c'est un petit peu compliqué. Donc d'une manière ou d'une autre, je teste ça. Je teste tous les éléments d'une manière un petit peu plus différente. Voilà. Ensuite, euh, au niveau de l'analyse en pur HTML, là effectivement, étant donné que j'ai changé le type de classe hein, dans le moteur 3.1, hein, forcément l'analyse se fait différemment et plus c'est beaucoup plus strict, hein, mine de rien. Et ensuite, avec les checkbox, on pilote ce que l'on a modifié ou pas, hein, parce qu'à partir de là, on a une indentation de base, c'est toujours pareil, hein, sauf qu'après, avec les checkbox, on fait à notre façon, comme on a décidé dans les paramètres. Ensuite, la dernière analyse du moteur, elle a été complètement chantée et j'ai recommencé. Donc là, l'analyse se fait simplement par les attributs. Hein, et comme ils sont stricts, c'est beaucoup plus simple. Sauf que, effectivement, quand il y a des lignes chantées, ça devient un petit peu la bérésina. Donc là, l'HTML, lui, ne pourra pas le maîtriser. Hein. Donc, j'ai laissé tomber cette partie-là dans la partie HTML et j'en ai rajouté une qui va me travailler en string pour les parties des lignes qui sont éventuellement coupées par un underscore. Soit pour les applications, pour les private déclare, pour les déclarations d'API, etc., etc. Effectivement, il va y avoir une méthode. Pour les lignes où il y aurait éventuellement un if, ça sera une méthode, toujours pareil, pilotée par son checkbox. Hein. Là, pareil, pour les private déclare, piloté par son checkbox. Et pour tout le reste, que ce soit les message box, les instructions aussi, ça peut être des simples instructions. En fonction de comment elles sont écrites, il y a forcément une parenthèse, un guillemet ou un underscore. Dans n'importe quel cas, dans les trois cas, je peux vous les indenter, je peux vous faire une normalisation de l'indentation des lignes successives underscore. Voilà, tout simplement. Voilà le moteur de la pointe 3.0. On y va maintenant pour la démonstration. Allez, c'est parti. J'ouvre l'interface et vous voyez, là, je vais sélectionner un module. Alors, je vais commencer par le This Workbook. Voilà, il s'affiche. Qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, par exemple, là, je vais enlever l'indentation. Hein. Vous voyez, j'ai une condition if. Hop, je vais remonter. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. J'ai une condition if hein, sur deux lignes avec le zen qui commence. Hein. Alors, quand je vous parlais de code biscornu, voilà. Pour moi, c'est un code biscornu. Parce que personnellement, je ne vois pas l'utilité de rendre sécable une ligne pareille.
hein. Le zen, il aurait très bien pu la ligne de code aurait très bien pu terminer ici, elle fait pas 3 kilomètres. Mais dans n'importe quel cas, c'est un exemple intéressant dans le sens où je peux vous montrer la capacité du moteur en fonction des paramètres. Ça, c'est un premier exemple, hein. Après, ici, nous avons, qu'est-ce que nous avons dans ce code? Peut-être que nous avons des exemples intéressants où on va pouvoir tester la puissance. Bon, là, c'est assez simple. On a cet exemple-là. Bon, dans n'importe quel cas, je vous l'indente. Voilà le résultat. L'indentation se fait à la parenthèse moins un caractère, pardon, hein, pour les conditions if. Voilà. Dans n'importe quel cas, vous voyez, l'indentation se fait correctement. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus de méprise, hein. Allons voir un petit module un petit peu plus compliqué. On va voir si celui-là il est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, je vais encore une fois désindenter, hein, et je vais vous montrer la puissance de l'indenteur. Voilà. Vous voyez, il me remet une indentation façon patoche, hein. Dans n'importe quel cas, on voit bien que l'indentation, vous voyez, ça marche super bien. Et vous voyez les cases, le case est indenté. Il n'est plus maître il n'est plus sur la même colonne. Bien que je peux le faire. Vous voyez, je vais vous le faire la démonstration. Et là, on va revoir les cases. Voilà. Ici, select case. Voilà. Les cases s'alignent avec le select. Par contre, les enfants, enfin les child de chaque bloc case vont s'indenter correctement. Vous voyez? Ah, montrer d'autres, si c'est possible d'en montrer d'autres. Dans cet exemple de code, vous voyez, bon là c'est pareil. Vous voyez, le case va s'aligner au select case et les child vont s'aligner indentés. Maintenant, si je fais ça, voilà, et que je remonte l'indentation, là on voit bien que les cases sont indentées par rapport aux parents, hein. Toujours pareil, les child sont indentés par rapport aux cases. Vous voyez, on fait une indentation un petit peu plus large et un petit peu plus, comment dire, visuelle, de façon à pouvoir repérer les éventuels blocs imbriqués dans ces cases. Voilà. Dans n'importe quel cas, vous le voyez, c'est correct, hein. Mon alignement, si je prends ici par exemple et que je remonte, je suis aligné aux précédentes cases. Vous voyez, c'est parfait. Donc, hop, voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de choses à montrer. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, l'indentation est vraiment très propre, hein. Moi, j'aime bien. Moi, quand je code, j'adore les codes propres. Donc, voilà. Le hook initial view. Allez, on change de module. Là, on tape un petit peu dans les gros modules, les appis, les patins, les couffins. Et là, vous voyez, encore une fois, pareil, je vais désindenter, hein. Vous voyez, il n'y a plus aucune indentation, hein. Pardon, je vais un peu vite. C'est plus aucune indentation. Je vais indenter. Et voilà. Avec mon indentation, effectivement, tout ce qui est privat, public, enum, etc. sont indentés à 0 en tête de module. Là, on a une directive de compilation conditionnelle stricte, hein, qui est en tête de module, et on en a une deuxième ici ensuite qui est le child de celle-là, et elle s'indente bien, vous voyez. Donc l'association parent-child est bien identifiée. Là ici, vous voyez par exemple, voilà, c'est ce que je voulais montrer, c'est la réparation justement du problème du switch private function. Là, on a deux déclarations de fonctions qui sont en fait la même pour le reste du code. C'est la même fonction, sauf que pour VBA7, on va passer par ça. Pour VBA6, on passera par ça, tout simplement. Mais dans n'importe quel cas, ces deux lignes, c'est la même fonction. Voilà. Et donc, il me fallait trouver le moyen, par HTML, d'identifier ces deux parties-là, sachant que on est dans un bloc if,
un if avec un else au milieu. C'était un petit peu compliqué en HTML après, donc j'ai dû me débrouiller de façon à, à pouvoir vous faire le truc propre. Dans n'importe quel cas, vous le voyez, ça marche. Hein. La fonction, tout le code de la fonction est bien indenté à une tabulation, hein, et plus pour les enfants suivants, etc., etc. Mais dans n'importe quel cas, les private fonctions sont à 0 et les en-têtes de modules, enfin les directives de compilation qui, elles, sont en directive en tête de module, pardon, elles sont à 0. Et c'est parfait. Et là, on en a encore un second exemple. Vous voyez? Voilà. Mon indentation est propre et correcte. Et là, on en a une troisième encore. Vous voyez, il m'en a mis un paquet. Hein. Donc, on a une indentation parfaite, même en condition de double switch sur VBA7, VBA6. Voilà pour cet exemple. Voyons un petit peu voir, j'étais là, mode réparation, qu'est-ce que nous avons dans celui-là. Parce qu'il faut vraiment que je vous montre tout, parce que j'en profite. Hein. Voilà. Dans n'importe quel cas, qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Hop. Oh, c'est pas très grand intérêt. Ouais, alors là, effectivement, on est sur une grande sub, et vous voyez, il y a une indentation, et j'ai contrôlé ligne par ligne, elles sont exactes. Voilà. Donc, et vous voyez, on revient à la fin, quand on a fini les blocs, et on arrive à une sub, et ça se termine très très bien. Voilà. Si, bon, il n'y avait pas grand chose à voir sur ce module, si ce n'est que, ouais, même, comme vous le pouvez le voir, hein, dans une grande fonction, enfin, avec un petit peu de code quand même. J'ai vu bien plus grand, mais bon, ça reste quand même un exemple assez concret qu'on voit bien que l'indentation suit et ne perd pas le nord malgré les imbrications parent-child. Voilà. Ensuite, le mode question. Ah, voilà. Et là, nous avons donc des déclarations d'API, vous voyez, coupées par un underscore. Voilà. Et là, je vais désindenter, hein, comme ça, et je vais vous montrer justement la chose. Voilà. Là, j'enlève la normalisation. C'est normalisé au lib plus un caractère. Vous voyez, à chaque lib, c'est normalisé. Maintenant, si ça convient pas esthétiquement pour les puristes, hein, on peut faire une normalisation à 25 colonnes. Je normalise à 25 colonnes et toutes mes déclarations, toutes les lignes successives après la première ligne de la déclaration seront indentées en colonne 25. On peut mettre 30 et tout. Je rajouterai peut-être cette option, j'en sais rien. Mais dans n'importe quel cas, là, effectivement, moi, j'aime bien parce que j'ai un code propre. Voilà. Ça me permet d'avoir une séparation de lignes pour voir les déclarations d'API, pour déterminer quelle ligne est une API et l'autre pas. Donc c'est très propre. Moi j'aime bien comme ça, et perso je vais l'utiliser comme ça. Mais vous pouvez très bien le décocher et garder l'indentation au lib. Là nous avons une directive de compilation conditionnelle qui est dans une sub, donc elle est indentée, vous voyez. Donc on fait bien la différence, hein, de celles qui sont en tête de module et celles qui sont dans des fonctions. Donc il n'y a plus aucun problème avec ça. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le code il est vraiment très propre. Voilà. Ensuite, nous allons avoir ici un module suivi. Alors, le module suivi, ah oui, c'est celui-là qui me plaît bien, c'est celui-là avec la numérotation de ligne. C'est une catastrophe ambulante, ce code. Donc, allez, je vous montre. Alors, je vous dis, c'est un sacré code. Hein. Je vous le montre comme ça. Hein. Et là, on va voir, je vais descendre un petit peu en bas, vous allez voir. Il m'a mis voilà, des numérotations de lignes, vous voyez. Parce que c'est autorisé hein, sur VBA, tout simplement. Hein. Donc, vous voyez, j'ai des numérotations de lignes. Alors, parfois, il n'y en a pas. Bon, en général, quand on numérote les lignes dans le VBE, en général, elles ont tout un numéro. Hein. Et bon,
visiblement, c'est pas pareil chez Font 55. Donc, mais dans n'importe quel cas, vous voyez, ça va être un code, une torture. Avec le moteur 2.0 hein, et même 2.4, ça aurait été une torture et une catastrophe. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer. Je vais faire une désindentation. Hein. Là, j'ai complètement désindenté le code. Hein. Hop, je vais remonter. Hop. Et je vais vous l'indenter dans le visuel. Hop, tac. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, alors parce que celui-là, il y a beaucoup de travail. Il faut faire sauter la numérotation sans faire sauter les numéros qui puissent exister dans le code. Je vous dis, s'il y a vraiment du gros travail. Je vais donc afficher la barre de progression. Et là, vous allez le voir, voilà, tac, traitement des lignes, restitution des lignes indentées, tac, terminé. Et là, vous avez un code parfaitement indenté et vous voyez mes lignes de déclaration d'API hein, en colonne 25, c'est que là, j'ai vraiment un code très propre. Hein. Voilà. Et là, je descends dans les lignes de code. Hein, vous voyez, il n'y a plus de numérotation. Toutes mes lignes sont indentées parfaitement. Voilà. Hop. Vous voyez, même dans des imbrications, hein, petit à petit, on voit bien qu'il n'y a plus aucune erreur de ce type. Voilà. Hop, là je descends, je continue à descendre. Voilà, là on devrait arriver là où il y avait les lignes. Voilà, il y avait les numérotations. Vous voyez, il n'y a plus de numérotation. Le code est indenté correctement. Vous voyez, dans les blocs cases, etc., etc. Là, c'est vraiment un moyen de vraiment voir que le moteur est assez puissant parce que même sur des grands codes hein, dans une fonction où il y a beaucoup d'imbrications, il n'y a plus un seul raté. Voilà. Vous voyez là le code, je vous le montre en entier. Hein, vous voyez, l'indentation elle est parfaite. Alors là, ça peut être impressionnant, hein, c'est machin, mais bon, c'est l'indentation. Vous voyez, je commence par un bloc with hein, en première indentation, parent de la fonction. Hein. Là, ensuite, je commence par un double, donc indenté de plus 1, etc. Là, j'ai un if, et dans le if, j'ai un select case, donc je l'indente, etc., etc. On voit bien que l'indentation suit la hiérarchie euh, de l'arborescence des lignes de code, hein, des blocs d'instruction, elle les suit parfaitement bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons Nous avons le zone dev. Ah, bon, ben là, c'est pareil. Hein, là, je vais hop, vous l'indenter directement. Tac. Vous voyez, j'ai une indentation pour les déclarations d'API avec les underscores à 25. Je peux choisir avec le paramètre ici 25, vous voyez, elle s'indente au libre, mais après, en fonction du texte, vous voyez, ça devient un peu la bérésina. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est propre comme ça. Je ne sais pas pour vous, vous apprécierez la chose ou pas. Voilà, moi, c'est propre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans comme exemple? Bon, là, on a pas mal de choses imbriquées, mais bon, il n'y a pas vraiment de grand intérêt à ce niveau-là. Voilà. Et dans n'importe quel cas, vous voyez, toutes les imbrications se respectent et l'indentation respecte les imbrications. Voilà, la hiérarchie de l'arborescence de l'imbrication. Pardon. Il y a du code, ça fait du code. Et là, vous voyez, par exemple, pardon, le debug point print qui termine par un underscore, là, il est indenté au premier guillemet. Vous voyez, par exemple, ici. Donc, l'indentation, elle est propre. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose de plus compliqué au niveau le module 2, qu'est-ce qu'il avait celui-là? Le module 2, ouais, c'est celui-là qui m'avait troublé. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, vous voyez, je le désindente, je le réindente. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Là, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais bon, dans n'importe quel cas, on voit les imbrications. Donc, hop, non, je vais pas le faire là. Je le ferai après. Ensuite, je vais sélectionner le module 2, la feuille 2. Qu'est-ce qu'elle a, la feuille 2? Qu'est-ce qu'on a dans la feuille 2? Est-ce que c'est intéressant de vous montrer, hein, de ne pas faire traîner les choses, ça sert à rien. Les imbrications, ouais, vous voyez là par exemple, on a des imbrications ici. Voilà. Quand j'ai pas ce qu'il me faut, ben, je vais le faire. Tac. Et maintenant, on va voir comment ça s'est imbriqué. Alors, vous voyez, dès la première parenthèse, ça s'imbrique à la première parenthèse, c'est propre et net. Mais dans n'importe quel cas, je les avais déjà passés à la moulinette pour les tests. Voilà. Mais vous voyez, même dans des grosses lignes et des grosses imbrications où vraiment, au bout de 50, 100, 150 lignes, on s'y retrouve plus, euh, c'est quand même bien d'avoir une indentation correcte. Voilà. Et de pouvoir aussi, par exemple, ici, faire virer cette ligne-là à gauche complètement, de façon à pouvoir, quand on se balade, hein, vous voyez, quand il y a beaucoup de lignes ici, pour aller chercher la bonne ligne, c'est un petit peu compliqué. Tandis que s'il y a des debugs, point print, hein, ou des repères en commentaire à droite, c'est quand même plus facile. Hein. Voilà. C'est pour expliquer ce que je disais tout à l'heure en intro. Alors, ben là, on voit bien une série de if, de for et de if imbriqués. Il n'y a pas photo, c'est net. Hein. Ouais, hop, voilà. C'est vraiment très net. Et moi, personnellement, je vous dis, j'adore quand... Moi, je fais beaucoup de code, et j'adore quand les codes sont super propres comme ça. Et c'est beaucoup plus facile à s'y retrouver et à travailler, hein, même pour un débutant, hein, et même surtout pour un débutant, parce qu'il faut apprendre à lire un code, hein, et pour apprendre à lire un code, il faut déjà bien comprendre le principe de l'indentation et son pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est la base. Hein. Voilà, messieurs, dames, le nouvel indentation, le nouvel indentaire interface 3.0 de chez Patrick Toulon. Il est bon, mon poisson, mangez-en, mangez-en. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais montrer de plus? Ouais, bon, vous avez la propos ici, hein, toujours pareil, avec les récapitulatifs et tout, etc., etc. Hein. Donc, voilà. Ah, je vous ai pas montré quelque chose, effectivement. J'avais dit que je vous le ferais montrer. Ah, je vais prendre n'importe lequel. Vous voyez, ici, je sélectionne, par exemple, je sais pas, moi, je vais sélectionner ce bloc and with, couper. Vous l'aviez pas avant. Voilà. Donc ici, je vais, hop, le remettre. Et là, si je veux faire l'indentation, tac, et voilà, parti. On peut très bien déplacer des blocs, hein, directement dans l'interface. Hein. C'est ce que je voulais montrer. C'est l'intérêt, justement, c'est tout l'intérêt de ce menu. Couper, copier, coller. Voilà. Je ne sais plus si j'ai d'autres choses à vous montrer, mais bon, dans n'importe quel cas, vous avez vu, c'est un travail soigné. Enfin, j'espère. Vous voyez, il y a même un petit effet vraiment léger. C'est vraiment aérien comme ça. Hein, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur l'idée vraiment de vous faire quelque chose d'assez propre et net, hein, qui ramène vraiment au ruban. Hein. Bon, sauf que la couleur, effectivement, moi j'ai mis une couleur plus discrète et c'est vraiment discret. Voilà. Est-ce que là, bon, par exemple, sur 2013, on est en vert. Sur vos versions Excel récentes, je ne sais pas quelle couleur vous avez. Je sais pas. Peut-être que l'un d'entre vous me montrera sur une capture animée. Et dans n'importe quel cas, moi j'ai préféré vraiment un truc assez fluide et assez discret. Voilà, c'est propre, c'est net. Hein. Hop, là, voilà. Par exemple ici, je vais prendre. Alors on est sur le module This Workbook. J'ai indenté donc mon code dans le visuel et
je vais l'indenter dans le module et là, il me demande, êtes-vous sûr de vouloir indenter? Moi, je vais dire oui, je suis sûr. Voilà. Et si je vais voir dans le code This Workbook du classeur, j'ai mon code qui est restitué parfaitement bien. Voilà. Je vous le dis, c'est net et net. On peut essayer même sur un module un peu plus compliqué. Sélectionner un module, hop, par exemple le initial, voilà, lui qui est bien, je vais le désindenter, tac, je vais le réindenter dans le visuel et je vais l'envoyer dans le module. Êtes-vous sûr? Oui. Voilà. Allons voir donc ce module, pardon. Hop, initial view. Voilà comment il va se retrouver indenté dans le module avec mon VBA indenteur. Et vous voyez, les compilations, les switches de private fonction 1 sont parfaitement respectés. Le reste de la fonction est parfaitement indenté comme s'il n'y en avait qu'une. Hein. Vous voyez, c'est propre et net. Et là, le visuel parle beaucoup mieux que les mots. Voilà. C'était la démonstration du VBA Indenteur Interface version 3.0 par Patrick Toulon. Merci de m'avoir écouté. Salut, bye.